Voyager dans le temps jusqu'au Swinging Sixties à Montréal. Cette décennie a été marquée par une effervescence sans précédent pour le cinéma montréalais, de la naissance des cinémas jumeaux, à l'essor des salles de films pour adultes et des multiplexes de banlieue. Voici un aperçu année par année de la scène cinématographique montréalaise de 1960 à 1969. « 1960, une année de double séance et de fermeture. L'année a commencé avec la comédie canadienne qui, entre deux pièces de théâtre, a fait preuve de créativité en projetant des films. Parallèlement, le Théâtre Capri a effectué un virage à 180 degrés en programmant exclusivement des films en français. 14 octobre, un événement marquant. Le théâtre de l'Élysée s'est divisé en deux salles distinctes, la salle Alain Resnais et la salle Eisenstein, inaugurant ainsi le tout premier « cinéma double » du Québec. Fermeture du rideau, l'année n'a cependant pas été que croissance. Nous avons dit adieu au cinéma de Paris, au Club Théâtre et au Pigalle, ce dernier étant transformé en studio de télévision. 1961. Censure et projections itinérantes. L'année 1961 a apporté son lot de films familiaux interdits aux moins de 16 ans. Le film de Walt Disney, Les Robinsons des mers du Sud, était projeté au Capitole, mais, surprise, l'entrée était interdite aux moins de 16 ans. Au cinéma Snowden, on a opté pour une formule plus sophistiquée avec l'adoption d'une politique de projections itinérantes, places réservées et séances programmées, pour le chef-d'œuvre italien, la Dolce Vita. 1962, l'essor des banlieues. Cette année-là, le cinéma a quitté le centre-ville pour s'installer dans les quartiers résidentiels. Le 13 avril, United Amusements a inauguré le Dorval Theatres Twin, le premier grand cinéma de banlieue de la région de Montréal. Le 26 septembre, Nat Taylor a révolutionné le paysage cinématographique en ouvrant la place Ville-Marie, avec deux salles consacrées aux films d'auteurs anglophones. Le studio s'est également joint à la scène du cinéma d'art et d'essai cette année-là. La vague française. Un changement majeur s'est produit lorsque les cinémas Granada, Montrose et Rivoli sont passés à une programmation exclusivement française. Fin d'une époque, de nombreuses salles ferment définitivement leurs portes. Le Century, le Corona, l'Empress, le Luxe, Ville-Saint-Pierre, le Regent et le Stella. 1963. Changement d'image et projection dans les hôpitaux. L'industrie continue de se réinventer avec de nouveaux noms et de nouveaux emplacements. 26 janvier. Le cinéma Princesse renaît sous le nom de Le Parisien. Il commence à projeter des films français et condamne son balcon supérieur. 7 septembre. Michel Custom inaugure le festival dans le même édifice que le Canadien, un cinéma d'art et d'essai francophone. 14 septembre. L'ancien Century renaît sous le nom de Cinéma Monaco, spécialisé dans les programmes doubles francophones. 21 septembre. Un véritable centre commercial tout-un fait son apparition. United Amusement ouvre le Versailles, un cinéma à deux salles projetant des films français et anglais, situé juste à côté d'un nouveau Miracle Mart et d'un supermarché Steinberg. Lieux insolites, le Ciné Weekend a ouvert ses portes dans un lieu improbable, l'Hôtel Dieu, tandis que le cinéma Château s'est engagé à ne projeter que des films en français. Derniers adieux.
1963 a vu la disparition de plusieurs cinémas emblématiques, dont le Her Majesty's, le Studio, le Majestic, au 2531, rue Ontario-Est, le National, l'Orléans, le Rosemont et le cinéma historique Orpheum. « 1964, une année de nouveaux départs et de changements d'image. L'influence française, le 26 avril, Michel Custom a inauguré le cinéma Jean Talon à Saint-Léonard, consacré aux films francophones. Parallèlement, l'Odéon Beaubien s'est tourné vers la culture d'auteur et est devenu le Dauphin, présentant des films d'art et d'essais en français. Un vent de fraîcheur à Saint-Michel. Le quartier a accueilli le tout nouveau cinéma Étoile, dynamisant la vie nocturne locale. Le Grand Retour. Montréal-Nord a connu une double renaissance. Le cinéma Régal a rouvert ses portes et le Luxor a connu une seconde jeunesse sous un nouveau nom prestigieux, le Majestic. Nouvelle direction, à Varennes, Gérard Rolland a pris les rênes du Luxor. Fin d'une époque. Malgré une croissance parfois inégale, United Amusements a pris la difficile décision de fermer le cinéma à Huntsic, marquant la fin de son exploitation. 1965. Film à succès et gratte-ciel. Si 1964 a été l'année des bâtiments, 1965 a été celle du prestige. La scène cinématographique prend vie. Le 18 mars, le cinéma Séville a marqué l'histoire. The Sound of Music a été projeté en avant-première, lançant ainsi la plus longue exploitation de l'histoire du cinéma montréalais. Cinéma d'entreprise. Le cinéma a pris une tournure plus haut de gamme le 5 novembre avec l'ouverture du cinéma Vendôme, idéalement situé au cœur du complexe de bureaux Place Victoria. Élégance parisienne. Le théâtre Hollywood a opté pour une identité plus sophistiquée, devenant officiellement le cinéma d'Orsay. Dernier rideau. Pendant que la ville s'enrichissait de nouvelles places, deux lieux emblématiques ont définitivement fermé leurs portes. Le Caméo et le Lido ont tous deux fermé définitivement cette année. Look out! Here comes the biggest Bond of all. Thunderball. « 1966. Une année d'inauguration et de renaissance. Lancement du Ciné Weekend. L'année a débuté en grande pompe avec l'ouverture officielle du Ciné Weekend au Collège Brébeuf. « 11 mars, renaissance du Montcalm. Odeon Theatres a redonné vie au cinéma Old Rosemont. Rebaptisé Montcalm, il s'est résolument tourné vers le cinéma francophone. 3 septembre, petit format, Grand Impact. Le cinéma micro a ouvert ses portes à Beaconsfield, offrant un nouveau lieu de projection dans l'ouest de l'île. 7 octobre, double programme au Fairview. Famous Players a fait sensation dans les banlieues avec l'ouverture du Fairview Cinemas. Ce cinéma moderne proposait 2 salles spécialement conçues pour le public anglophone. 22 octobre, du Dominion au Figaro, le cinéma historique Dominion a connu une seconde vie. Il a rouvert ses portes sous le nom de Figaro, rejoignant ainsi la vague croissante de cinéma francophone de la ville. 30 décembre, première de fin d'année. Juste avant minuit en 1966, North American Cinema Centers inaugurait le cinéma Place Longueuil,
offrant un nouveau lieu de projection francophone aux cinéphiles de la Rive-Sud. Changement de cap et fermeture définitive. La nouvelle voie du Rialto, marquant un tournant culturel majeur, United Amusements vendait l'emblématique Rialto. Ces nouveaux propriétaires se sont tournés vers la communauté, programmant des films en langue grecque. Un bref passage sous les projecteurs, le Saint-Stanislas a fait une brève apparition, projetant des films pendant une courte période au cours de l'année. Fin d'une ère à Laval. Alors que de nombreux écrans s'allumaient, le cinéma de Laval fermait définitivement ses portes, officiellement suite à la décision d'United Amusements. 1967. Retour sur l'année faste qu'a été 1967. Une année d'ouvertures exceptionnelles. L'année a débuté par un bouleversement majeur dans l'industrie. Famous Players a consolidé sa position dominante en rachetant les parts d'United Amusements. Encore meilleure nouvelle pour les jeunes. Les restrictions d'âge sont levées et les moins de 16 ans sont enfin autorisés à aller au cinéma. 6 février. National General Cinemas, une chaîne californienne, fait ses débuts au Canada en reprenant le cinéma de la place Longueuil. 10 février. La nostalgie est au rendez-vous avec la renaissance de l'ancien cinéma passe-temps sous le nom de Cinéma de Montréal, consacré aux films francophones. 31 mars. Odéon fait un retour en force sur le marché anglophone montréalais avec l'ouverture du cinéma de la place du Canada. 1er avril. Michel Custom poursuit sur sa lancée en ouvrant le Fleur de Lys au public francophone. 18 avril. Les vedettes étaient au rendez-vous. Les cinémas nationaux du cinéma inaugurent le cinéma de la place Bonaventure avec la projection du film « Comment réussir en affaires sans vraiment essayer ». Les icônes Michel Lee, David Swift et Émile Genet étaient tous présents. 20 avril. La modernité s'installe avec l'ouverture par Odéon du cinéma Atwater, le tout premier cinéma de la ville relié directement au métro. La magie de l'Expo 67. 27 avril. Le monde entier s'est donné rendez-vous à Montréal. L'Expo 67 a officiellement ouvert ses portes, avec notamment le cinéma à 360 degrés époustouflant du pavillon du téléphone, mettant en vedette l'attraction Canada 67 de Walt Disney. L'effervescence automnale et hivernale. 18 août, Famous Players a frappé fort en banlieue en inaugurant le cinéma Greenfield Park, un complexe à 2 écrans destiné aux cinéphiles anglophones et francophones. 20 octobre. Pour les cinéphiles avertis, le Théâtre d'art et d'essai a ouvert ses portes. Dans une ambiance intimiste, il proposait des films d'auteurs anglophones dans une salle de seulement 79 places. 2 décembre. Michel Custom a poursuivi son expansion en inaugurant le cinéma Maisonneuve, axé sur les programmes doubles de films francophones. 22 décembre, juste à temps pour les fêtes, Famous Players a inauguré le cinéma de la Place Westmount, proposant une programmation de films anglophones à succès en première diffusion. Aussi cette année, l'Underground Film Center a officiellement ouvert ses portes, apportant une touche d'avant-garde à la ville. Le rideau tombe enfin. Alors que de nombreuses portes s'ouvraient, nous avons dit adieu à ces 3 institutions locales qui ont fermé définitivement en 1967. Cine Weekend. Figaro. Astor, St. Lambert. Saint-Stanislas. 1968. L'année 1968 a été une année de bouleversement pour le cinéma montréalais. De l'essor du cinéma pour adultes à la naissance des multiplexes. Les écrans de la ville étaient plus animés que jamais. Voici un aperçu des principaux changements de cette année.
La révolution du cinéma pour adultes et les démêlés judiciaires. L'année a commencé par un scandale au cinéma Snowden, qui a projeté des films pour adultes dès le 22 février avec le succès danois « Moi, une femme ». Cependant, les autorités n'étaient pas préparées à cette « révolution sexuelle ». Le 15 juillet, la police a saisi le film pour indécence au Snowden et au Papineau. La censure a été de courte durée, le film était de retour sur grand écran dès le vendredi suivant, diffusé dans 4 cinémas différents. Plus tard cette année-là, le 11 octobre, Secure Cinema Investments loue les cinémas Laval et Strand à Famous Players et les rebaptise respectivement Midi, Minuit et Pigalle, 2 salles spécialisées dans le cinéma francophone pour adultes. Grandes ouvertures et changements d'enseigne. 15 mars, Famous Players introduit le concept de la double séance en banlieue en ouvrant 2 cinémas au centre Laval, proposant des films en anglais et en français. 20 juillet, l'Odéon Le Dauphin fait son grand retour avec une configuration moderne à 2 salles. 8 août, Famous Players frappe encore en inaugurant le cinéma Les Galeries d'Anjou, dédié au public francophone. 6 septembre, Michel Coston transforme l'ancien théâtre Empress en un haut lieu du cinéma d'auteur avec l'ouverture du cinéma 5 et de la salle Hermès, présentant des films français sous-titrés en anglais. 20 septembre, Michel Coston poursuit sur sa lancée en inaugurant le tout nouveau cinéma de Paris. 3 octobre, le Guy Theatre a ouvert ses portes aux cinéphiles anglophones. 20 décembre, le théâtre Amherst a fait peau neuve sous le nom d'Arlequin Theatre, avec une touche de fantaisie. 25 décembre, National General Cinemas a offert un beau cadeau de Noël à la ville en inaugurant 2 nouvelles salles à la Plaza Côte-des-Neiges. Évolution du paysage cinématographique local. Les cinémas du quartier ont connu bien des changements. La place Laurier a officiellement ouvert ses portes au 1371, rue Laurier-Est. À Sainte-Anne-de-Bellevue, le Rex Theatre s'est transformé en box-film, un nom branché. Le Théâtre Empire a fermé brièvement avant de rouvrir ses portes pour offrir des films en grec. Le Versailles a opéré un changement de cap important en cessant de projeter des films anglophones pour se concentrer sur d'autres publics. 1969. L'année 1969 a été une année charnière pour le paysage cinématographique montréalais, marquée par des inaugurations fastueuses. Un virage vers un divertissement réservé aux adultes et quelques fermetures. Voici un résumé des événements marquants. Inauguration et nouveau départ. 22 août. Odéon investit l'étage supérieur du centre commercial avec l'inauguration de l'Atwater 2, apportant une touche de modernité à l'offre commerciale locale. 11 octobre. Odéon frappe encore avec l'ouverture du cinéma Berry. Cet endroit devient rapidement le rendez-vous incontournable des cinéphiles à la recherche des dernières sorties de films francophones. 28 novembre. Dans un changement de marque audacieux, le cinéma d'Orsay renaît sous le nom de Pussycat Theatre. Cette coentreprise de Vampix et Micro-Cinéma mise tout sur son nom. Vampix étant un acronyme impertinent pour Very Adult Motion Pictures, film pour adultes. Le passage au « réservé aux adultes », le paysage cinématographique de la ville a connu un tournant inattendu. Plusieurs cinémas ont décidé de modifier leur programmation. Le Bonaventure et l'Étoile ont tous deux opté pour la projection de films pour adultes cette année. Le rideau est tombé alors que certains écrans se rallumaient,
D'autres s'éteignaient définitivement. Nous avons dit adieu à ces 5 cinémas en 1969. Capri Micro-Cinéma. Beaconsfield, fin de semaine du cinéma Lido Place Laurier. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.